L'unité juive en Israël ou ailleurs est-elle une cause perdue? Les problèmes qui divisaient les Israéliens avant les attaques terroristes du 7 octobre 2023 n'ont pas disparu maintenant que les combats se sont arrêtés, du moins temporairement. Les divisions entre la droite et la gauche, les partisans de la réforme judiciaire et ses opposants, les pro-Netanyahou, et tous, sauf Bibi, les Ashkénazes et les Mizrahim, les laïcs et les religieux, les Haredim et tous les autres. Ils sont tous encore là, créant non pas tant un débat sur ces sujets qu'une guerre culturelle toujours latente. Mais certains Israéliens espèrent encore trouver un moyen de surmonter tout cela. Rêvent-ils ou sont-ils les seuls vrais réalistes? Aujourd'hui, dans Think Twice, nous parlons avec Yoav Heller, le leader du mouvement du 4e quart, à propos de sa quête pour aider à unifier les Israéliens. Bonjour et bienvenue dans Think Twice. Aujourd'hui, nous avons une conversation importante à vous proposer avec l'historien et activiste israélien Yoav Heller, qui parle du mouvement du 4e quart et de la quête pour rassembler les Israéliens. Avant de commencer le programme, je vous rappelle qu'en plus de Think Twice, il existe un podcast quotidien de Jonathan Taubin où je partage plus d'actualités et d'analyses sur les questions majeures actuelles. Vous pouvez trouver l'émission quotidienne sous le nom de Jonathan Taubin Daily sur la chaîne JNS ou que vous écoutiez vos podcasts. Passons au programme d'aujourd'hui. La quête pour unifier les Israéliens est-elle un conte de fées, étant donné l'amertume des débats qui ont polarisé la société israélienne? L'idée qu'il existe une alternative aux conflits politiques et culturels qui continuent de faire rage dans l'État juif peut sembler être une illusion. Parler d'une possible guerre civile relevait peut-être plus de l'hyperbole que de la réalité. Mais avant les attaques du 7 octobre, alors qu'une faction d'Israéliens menaçait de démanteler l'État, si le Premier ministre Benjamin Netanyahou obtenait gain de cause et réformait une justice toute puissante et incontrôlée, il était difficile de distinguer la différence entre une rhétorique hyperbolique et la réalité d'une nation en train de se déchirer. Il est tout à fait possible que ces menaces venant des opposants de Netanyahou aient encouragé le Hamas à frapper à ce moment-là, car ils pensaient que les Israéliens étaient trop occupés à se détester les uns les autres pour résister à ceux qui cherchaient à les détruire de l'extérieur. Ces visions n'ont pas disparu. Des incidents récents de comportements déplacés des Haredim l'ont rappelé. Le débat sur la réforme judiciaire s'inscrit dans une guerre culturelle opposant élite libérale et laïque aux communautés religieuses et nationalistes qu'elle juge inaptes à gouverner. Cependant, certains en Israël pensent encore qu'il est possible de concentrer la nation sur ce qui peut l'unir, notamment une croyance partagée en Israël. En tant qu'État juif et sioniste doté d'un régime démocratique, Israël peut surmonter la guerre politique, et nous sommes heureux d'accueillir une personne qui œuvre précisément dans ce sens. Yoav Heller est président du conseil d'administration de l'Institut Wingate. Il a fait partie de l'équipe qui a créé le site média Winnet et a ensuite occupé le poste de rédacteur en chef principal. Historien, il est spécialisé dans la recherche sur la Shoah et il a été l'un des fondateurs du mouvement des activistes du 4e quart en 2022. Yoav Heller, bienvenue à Think Twice. Merci de m'avoir invité, Jonathan. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais commencer par des questions sur le mouvement du 4e quart. Que signifie ce nom et comment peut-il aider à expliquer comment les divisions au sein de la société israélienne pourraient être surmontées? Donc, le 4e quart est un mouvement populaire et politique civique que nous avons lancé il y a 4 ans. Pourquoi ce nom 4e quart? En 1948, on a demandé à David Ben Gourion, notre Premier ministre, ce qui l'inquiétait à ce moment-là. Pensez-y. Il aurait dû s'inquiéter des Arabes qui envahissaient de plusieurs fronts. Il y avait une guerre en cours, oui. En train d'établir un État, mais il a dit quelque chose comme « c'est un peu un prophète ». Il a dit « je suis inquiet ». Quand Israël aura dans les 70 ans, une nouvelle génération apparaîtra, et cette génération ne connaîtra pas les pionniers ni les survivants de la Shoah. Et je crains qu'ils ne s'attardent sur les histoires du passé plutôt que d'écrire l'histoire du futur. Et c'est l'histoire du 4e quart. Nous avons eu 2 fois la souveraineté juive il y a des milliers d'années, et 2 fois elle n'a pas survécu au-delà du 4e quart, de 75 à 100 ans. Ce phénomène historique apparaît pendant la guerre de sécession américaine. On pouvait voir l'URSS?
s'est effondré au cours du quatrième quart de son premier siècle. Donc nous avons pensé que c'était symbolique face à la polarisation et à ce que nous appelons la guerre civile froide qui se déroulait en Israël. Nous avons besoin d'un mouvement populaire pour ouvrir le cœur des Israéliens et affirmer 2 points. D'abord, donner du poids à un courant dominant israélien sioniste, qui ne sera pas uni simplement pour l'unité, mais en réalité afin de créer les grands changements dont Israël a besoin pour assurer son avenir. C'est le nom et c'est le mouvement populaire de la quatrième quart. Oui, eh bien le quatrième quart s'est présenté, comme vous le dites, comme une organisation d'activistes communautaires plutôt que comme un projet spécifiquement politique. Mais comment peut-elle atteindre l'un de ses objectifs, au final, sans politique et sans aider à élire un gouvernement qui pourrait adopter votre programme? C'est intéressant parce que nous l'appelons un mouvement politique civique, il est bipartisan, mais il est politique. Nous avons été très précis avec les Israéliens sur le fait que le but ici est en réalité, et ce sont les 2 niveaux sur lesquels nous travaillons en fait. L'un est de créer une masse d'Israéliens qui se projettent vers le système politique assez. Cette polarisation, cette politique identitaire est en train de nous tuer. C'est ce qu'on appelle « passons de la politique du qui à la politique du quoi ». Donc ça, c'est la première couche, la deuxième couche et la suivante. Nous avons 6 documents de politique que nous avons établis grâce à la démocratie participative. Ce qui signifie que nous avons des experts de droite, du centre et de gauche qui les rédigent. Disons, pour la réforme judiciaire, puis nous les présentons à des dizaines de milliers d'activistes. Nous demandons des remarques, des commentaires, des retours, nous le corrigeons en fonction de ce que nous pensons être réellement efficace, puis nous votons dessus. De plus en plus d'engouement se crée, où les politiciens disent « S'il vous plaît, soutenez-moi, approuvez-moi, dites que je soutiens ceci, ceci et cela ». Et je pense que ce qui est particulier dans ce mouvement, c'est qu'il est en fait bipartisan. Nous venons de mener une enquête auprès de nos partisans en Israël, soit entre 600 000 et 700 000 personnes qui nous soutiennent. Et nous avons demandé « Pour qui voteriez-vous s'il y avait des élections maintenant ?» Alors, écoutez bien, je ne suis pas sûr qu'il y ait un autre mouvement comme celui-ci en Israël. 21% voteraient pour Naftali Bennett, 18% voteraient pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou, 9% pour Yair Lapid, 6% Bezalel Smotrich. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un mouvement très, très large et les politiciens l'observent en se demandant « D'accord, qu'est-ce que le quatrième quart a à dire ?» Nous menons des campagnes et de nombreuses actions sur le terrain. C'est ainsi que nous créons une influence politique. Oui, donc cela ne va pas se transformer en parti politique, ce qui est, vous savez, le cas habituel, car tout en Israël semble toujours tourner autour de la création de nouveaux partis. Bien sûr, de nombreux partis centristes israéliens ont émergé ces 50 dernières années, souvent comme véhicules pour des individus, généralement des généraux à la retraite. Mais tous ont échoué. Et la politique et la société israélienne sont devenues plus polarisées. Pourtant, objectivement, le centrisme semble toujours être exactement ce dont Israël a besoin dans un pays aussi divisé. On pourrait en dire autant des États-Unis actuellement. Le centrisme a-t-il vraiment sa place? Cela pourrait soit supplanter, soit collaborer avec le Likoud et ses alliés, ainsi qu'avec ses opposants. Donc tout d'abord, c'est intéressant parce qu'une grande partie de la polarisation en Israël, Jonathan, tourne autour de la sociologie. Quand on pense à ces partis centristes créés, ils n'étaient pas vraiment centristes, mais sociologiquement au centre-gauche, les gens de droite n'ont pas adhéré. C'est la force de Benjamin Netanyahou de leur dire « Regardez, ceci est de gauche, eux non ». D'ailleurs, les politiques étaient plus centre-gauche que vraiment de gauche. C'est pourquoi nous avons créé un mouvement populaire. Nous ne rejetons pas la politique ni la participation, nous l'avons simplement dit. Pour créer un véritable centre, un véritable poids du centre, il faut en réalité travailler de la base vers le sommet, parce qu'il faut convaincre un partisan du Likoud de Holon et un partisan de Yesh Atid de Tel Aviv qu'en réalité, ils sont profondément ancrés dans le judaïsme. Ils sont profondément ancrés dans des politiques libérales ou modérément libérales, l'économie de marché et ainsi de suite, et ils ont bien plus en commun que ce que la politique ne reflète. En fait, lors des prochaines élections, nous pensons jouer un rôle clé pour aider de nouvelles forces, de nouveaux venus qui sont de véritables centristes au sein du système politique. Pour être un parti, il nous suffit d'un parti avec 8 à 10 sièges qui pourra réellement exercer une influence des deux côtés. Siéger dans un gouvernement unifié, leur dire
Sans nous, vous n'avez pas de gouvernement. Contrairement à Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre, il a dit « Je serai le Premier ministre avec 6 mandats pour fonder un parti qui dira « Je ne veux pas être Premier ministre, mais personne ne le sera si vous ne vous réunissez pas. » Ainsi, nous pourrions aussi nous engager directement en politique, mais cela sera séparé du mouvement civique. N'est-ce pas? Eh bien, cela a certainement du sens, mais bien sûr. Vous savez, l'échec à créer un gouvernement plus large vient du fait que beaucoup d'autres partis, les partis non Likoud, leurs dirigeants, tout simplement, ne veulent pas siéger avec Netanyahou. Ils l'ont dit clairement, ils ne veulent pas rejoindre un gouvernement en raison de leurs expériences personnelles. Et cela s'est avéré être, vous savez, en quelque sorte, un obstacle qui ne pouvait pas être surmonté. Et cela a vraiment laissé Netanyahou sans autre choix que de faire une alliance avec les partis religieux. Alors comment cela peut-il être surmonté puisque ce sont les mêmes personnes qui vont diriger ces partis lors des prochaines élections? Je ne sais pas s'il y aura, vous savez, plus ou moins, ou des personnes avec le même état d'esprit. Comment l'obsession autour de Netanyahou ou l'anti-Netanyahou peut-elle être surmontée, même avec la meilleure volonté et des gens qui souhaitent qu'ils travaillent ensemble? Tout le monde en Israël est en colère contre moi, Jonathan, car je dis qu'il existe 2 mouvements messianiques. L'un est le mouvement Seulement Bibi et le second est le mouvement Tout sauf Bibi. Qu'est-ce qu'un mouvement messianique? C'est un mouvement qui explique chaque phénomène de la réalité par une seule explication. Juste Netanyahou. Tout ce qui arrive, c'est uniquement grâce à Netanyahou. Et pour les juste pas Netanyahou, tout ce qui arrive de mauvais, en réalité, c'est seulement Netanyahou. Si c'est bon, non, cela n'a rien à voir avec Netanyahou. Cette obsession est en train de tuer Israël. Et vous savez, je pense que c'est l'erreur historique de l'opposition israélienne. D'ailleurs, je pense que c'est une erreur morale, mais aussi une erreur pratique. Le 11 octobre 2023, tous les partis sionistes auraient dû rejoindre Benny Gantz sans condition. Cela permettrait d'atteindre 2 objectifs. Premièrement, ce serait la bonne décision morale de mener une guerre avec un gouvernement unifié, sans calcul politique. D'ailleurs, je leur dis, politiquement, vous ne comprenez pas la société israélienne. Ce serait aussi utile pour vous politiquement, parce que les gens verraient que votre obsession s'est un peu atténuée et que vous pensez à Israël. Cela me ramène donc à l'idée d'un parti qui détient ces 6 ou 7 mandats centristes, sans lesquels aucun bloc n'a de gouvernement. C'est pourquoi nous voulons promouvoir une telle initiative. Et ensuite, vous forcez les 2, vous dites à Netanyahou, non, non, vous ne pouvez pas, une fois de plus, former un gouvernement entièrement de droite basé sur les ultra-orthodoxes. Parce que nous avons besoin de changements radicaux sur les questions de service, par exemple. Et d'un autre côté, nous disons que vous ne pouvez pas former un gouvernement basé sur les partis arabes, comme le 61e mandat. Au-delà du 61e mandat, Mansour Abbas, je pense, est un partenaire digne. Mais sur la défense, je pense qu'il a dit cela aussi sur les questions de défense, que ce soit pour attaquer à Gaza ou ailleurs. Je pense que c'est trop lui demander d'être la 61e voix. Donc nous voulons l'éviter. Je pense que c'est un vrai danger pour Israël, ces 2 gouvernements. Et tu sais quoi, Jonathan, je m'inquiète que la dynamique, je suis en fait assez choqué qu'après le 7 octobre, nous soyons aussi dans cette dynamique. Mais nous allons travailler très très dur, nous allons faire campagne très très activement pour amener la société israélienne à comprendre que ce qui compte, c'est la politique du quoi et non la politique du qui. Sinon, nous tournons en rond dans le même cycle maintenant. Qui dirige? Je veux dire, évidemment, si vous prévoyez, en plus du mouvement d'activistes, d'avoir un parti qui, vous l'espérez, obtiendra 6 mandats à la Knesset, qui le dirige? En couvrant la politique comme journaliste, j'ai appris que les politiciens disent souvent « on ne peut pas battre quelqu'un avec personne ». Êtes-vous le chef de ce parti? Je pourrais être le chef du parti. Je crois qu'il y a un gars, Yoaz Hendel, je ne sais pas si vous connaissez ce nom, c'est lui le chef du groupe des réservistes. C'est un chef digne qui a accompli de grandes choses pendant la guerre. Je crois qu'il y a un gars, Dedi Simchi, un autre homme digne, il a perdu son fils le 7 octobre, c'est quelqu'un de très sérieux. Einat Wilf, je pense qu'elle est très connue en Amérique, c'est une dirigeante digne. Bien sûr. Il y a tout le domaine des nouveaux venus. Jonathan, c'est intéressant, nous l'avons bien observé. Elle agit avec son propre mouvement, tu sais, comme... Je pense qu'en ce moment, ils vont tous bien. Le problème, c'est qu'ils travaillent tous. Ils sont tous à leur compte. Comme on pourrait dire.
Oui, c'est pourquoi nous, par exemple, je ne suis pas obsédé à diriger un tel parti. Je pense que nous devons être les entremetteurs, comme le quatrième quart. Nous devons être ceux qui créent réellement l'alliance des nouveaux qui s'engagent sur 3 choses. Un gouvernement unifié. Sans gouvernement unifié, nous n'en sommes pas. 2. Vous créez ensemble une réforme législative, une réforme judiciaire. Nous avons un document de politique pour ce service, pour tous, ou un nouveau contrat israélien, une réforme du système éducatif et la sécurité d'Israël n'est plus à vendre. Cela signifie que quiconque veut nous tuer sera tué avant cela. Ce sont 4 principes que les nouveaux venus doivent suivre. Mais au-delà de cela, nous essayons de mener une campagne auprès du public israélien pour qu'il fasse pression sur ses propres partis afin de dire assez, nous ne voulons plus de cette exclusion mutuelle. Permettez-moi d'approfondir un peu ce point. Vous avez dit il y a un instant comment vous avez... Rien que le sondage de vos membres montre qu'il s'agit de personnes de différents partis, de la droite, de la gauche, lorsqu'ils se réunissent. Quelle est la dynamique? Parce que, je veux dire, écoutez, je sais pour avoir été en Israël pendant la guerre et l'année précédente. La colère est très grande. Et comme vous le dites, les divisions sont sociologiques, ce sont des guerres tribales, c'est une guerre culturelle. Si vous étiez sur la place des otages un samedi soir, vous ressentiez non seulement le traumatisme national, mais aussi la colère envers ces gens. Ils voulaient blâmer les personnes que les orateurs accusaient pour la situation persistante des otages. Comment est la dynamique lorsque vous réunissez des personnes de ces différents groupes? Même s'ils ont sûrement beaucoup en commun, ils restent pourtant très en colère les uns contre les autres. Alors, tout d'abord, voyons quelle est l'autodéclaration des Israéliens concernant leurs opinions politiques. 4%. 4%, c'est choquant. Entre 4% et 7% des Israéliens se définissent comme étant d'extrême gauche ou de gauche, 44% se définissent comme centre-gauche, centre ou centre-droit, et 41% se définissent comme de droite ou d'extrême droite. Comme vous pouvez le voir tout d'abord, cela concerne les opinions, pas les tribus. Les Israéliens étaient d'accord sur de nombreux sujets. Donc ça, je pense que c'est tout à fait vrai, je veux dire, surtout sur les questions de sécurité. Sur la sécurité, même, tu sais, Jonathan, nous avons rédigé une réforme judiciaire. C'est au-delà de ça, ça a aussi renforcé la Knesset, et ainsi de suite. Et tu peux voir que chaque personne, du centre-gauche à la droite, est d'accord là-dessus. Mais ce que nous faisons, c'est que nous comprenons que si tu commences par la politique, ça va s'effondrer en un instant. Donc ce que nous faisons en réalité, c'est que nos rassemblements portent d'abord et avant tout sur ta douleur. Qu'est-ce qui, chez l'autre camp, te fait mal? Ne le fais pas, je ne te dis pas d'être d'accord avec lui. Quand une personne de droite parle du désengagement, s'il te plaît, écoute sa douleur, s'il te plaît, ne le fais pas. Je me fiche que tu sois pour ou contre, ne me le dis pas. C'était 67 contre 45. Comprends ce qu'il dit quand un gauchiste libéral dit cela. En janvier 2023, Yariv Levin, notre ministre de la Justice, a attaqué sa simple identité avec la réforme judiciaire auparavant. Avant de lui répondre, s'il te plaît, comprends ce qu'il a ressenti. Ensuite, nous allons plus loin avec ce que nous appelons l'histoire israélienne. Qui sommes-nous? Et nous parlons beaucoup des milliers d'années du rêve de revenir en Israël. Et voulons-nous être la génération ou la première génération de l'histoire qui amène réellement Israël à 100 ans, avec les yeux de la prochaine génération sur le leader? Donc, il s'agit beaucoup d'ouvrir son cœur, de se connecter à une histoire commune, de comprendre les douleurs. Pourquoi es-tu si tribal? La magie opère quand on travaille sur les politiques avec un cœur ouvert. Je ne vais pas vous dire que tout est facile. Par exemple, nous avons une direction Haredi, une direction ultra-orthodoxe dans notre mouvement. 6% du mouvement sont ultra-orthodoxes. Et maintenant que nous avons terminé le document que nous appelons le contrat social, qui parle du service pour tous, certains d'entre eux sont partis. Mais c'était naturel. Nous savions dès le premier jour que lorsque nous parlons d'un large consensus, c'est une couverture à 67%, rien ne peut être à 100%. Sinon, cela ne veut rien dire. Pour entrer dans le concret, l'une des grandes priorités du quatrième quart que vous avez déjà mentionné est la réforme judiciaire, quelque chose dont, je dirais, Israël a vraiment besoin.
Mais étant donné que de nombreux Israéliens de la gauche laïque considéraient le pouvoir du système judiciaire comme leur dernier bastion face à un éventuel bloc religieux de droite, non seulement ils désapprouvent, mais ils semblent aussi mépriser et craindre. Et ont en fait durci leur opposition, au point que, vous savez, en 2023, certaines personnes menaçaient même de guerre civile, ou même sur les limites minimales du pouvoir judiciaire à annuler presque tout acte d'un gouvernement élu. Comment parvenir à un compromis sur ce point? Je sais, écoutez, je veux dire, il y a 10 ans, les gens de gauche parlaient aussi de réforme judiciaire. Mais une fois que c'est devenu partisan, vous savez, leurs positions se sont simplement durcies. Comment pouvons-nous dépasser cela? Parce que c'est devenu comme un test décisif pour tant d'Israéliens. Écoutez, j'ai des critiques envers ce gouvernement, notamment Yariv Levin. La manière dont il a conduit le processus a suscité une grande peur chez les Israéliens. Cela a été utilisé par certains pour alimenter et suralimenter les peurs. Mais c'était aussi idéal. C'était authentique. Les gens ne comprenaient pas d'où cela venait. Je critique aussi la gauche pour avoir rejeté beaucoup de personnes de droite parmi ceux qui disaient que cela ne nous représente pas, à bien des égards. Le problème au niveau politique, c'est qu'en regardant la réforme judiciaire, la droite israélienne est devenue progressiste et la gauche israélienne est devenue ultra-conservatrice. Qu'est-ce que je veux dire? Et je pense que pour les Américains, c'est quelque chose d'intéressant à observer. La droite israélienne a en fait des revendications et des reproches justifiés concernant la réforme judiciaire. Mais leur solution initiale était « détruisons-la simplement, écrasons-la avec le D9 ». C'est comme si c'était un schéma dans la droite israélienne. Et ce n'est pas la manière conservatrice. Elle consiste à changer sans tout détruire. Les conservateurs ne sont pas marxistes. D'un autre côté, la gauche israélienne est devenue ultra-conservatrice. Tu ne touches à rien, aucun changement. Ils sont sacrés. Le procureur de l'État est sacré. Non, ils ne sont pas sacrés. Les gars, vous êtes libéraux. Vous devriez viser un peu de progrès. Changeons la réforme judiciaire. Alors, on essaie de sortir les gens de ces chambres d'écho et ce qu'on dit... Regardez, on propose un plan à 3 niveaux. Pour le premier point, nous disons que les lois fondamentales ne seront adoptées que par 75 députés de la Knesset lors de 3 votes, 3 lectures, puis encore une fois dans la Knesset suivante. Une fois que cela se produit, la Cour suprême ne pourra pas annuler une loi fondamentale qui est au premier niveau. Nous faisons un sous-ensemble de questions comme cela. Par exemple, c'est ce que nous proposons. Les juges, ce qui est un sujet brûlant en Israël, ne seront pas nommés par les juges eux-mêmes ni par les politiciens. Les politiciens choisiront des experts qui sélectionneront les juges. D'accord? Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau est le plus important. Et cela doit aussi être compris. Le problème en Israël, c'est que la Cour suprême est très puissante. Une partie de cela est volontaire et une autre partie parce que la Knesset, notre Parlement, est très faible. Nous proposons un deuxième niveau pour redresser la situation spectaculairement. La Knesset, passer de 120 à 180 membres de la Knesset parce que nous avons très peu de membres de la Knesset par habitant. Ainsi, ils ont plus de temps pour organiser réellement des auditions, comme au Sénat américain, où les membres du cabinet doivent chaque année rendre compte à la Knesset. En fait, le jour du vote, vous voterez directement pour une liste, mais vous indiquerez aussi directement 5 à 10 membres de la Knesset. Ainsi, ils seront plus responsables, non envers le chef du parti ou d'autres, mais envers le public. De plus, la Knesset peut annuler si une question brûlante se pose en Israël, s'il y a des nominations, et ensuite cela concerne un chef du Shabbat. Et ensuite, ils vont à la Cour suprême. Les gens demandent « De quel droit êtes-vous même en train de juger cela ?» Donc, c'est ce que nous proposons. Le gouvernement pourrait choisir d'aller à la Knesset pour un vote qui se ferait à bulletin secret et la Knesset décidera. Je ne vais pas entrer dans les détails. La deuxième couche, c'est la Knesset et une fois qu'elle est redressée, c'est très clair. Quand vous comprenez les lois fondamentales, comment elles sont modifiées et la nomination des juges, vous passez à la troisième couche. Ensuite, chaque camp a droit à un rêve. Les libéraux obtiennent une charte des droits, de l'égalité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Désormais,
Les gens n'auront plus peur car ils savent que la Cour suprême et les conservateurs n'interpréteront pas la Charte des droits ainsi. C'est essentiellement une déclaration des droits. Voilà ce que sont ces droits. Et d'un autre côté, les conservateurs obtiendront « Le fait est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut faire appel à la Cour suprême pour tout, et nous disons non. Désormais, il faudra avoir directement un intérêt à agir. » Comme diraient les avocats. Justiciabilité. Oui, la justiciabilité, parfait. C'est le rêve de la droite, et nous disons que cela sera réalisé dans 5 ans. À chaque étape, nous devons avoir 70 membres de la Knesset qui approuvent. C'est un seul paquet, un seul bloc. Des dizaines de milliers d'Israéliens de tous horizons sont déjà d'accord. Comme vous le voyez, nous proposons des solutions larges et pertinentes pour tous. Oui, ça a vraiment l'air très bien. Je peux comprendre les arguments. Je veux dire, élargir la Knesset a vraiment du sens parce que les 120 membres sont clairement débordés et il y a trop de choses à faire pour eux. Je suis certain que les politiciens soutiendraient 60 emplois en plus, mais que de nombreux électeurs n'apprécieraient pas forcément 60 personnes supplémentaires payées par l'État. Mon équipe de relations publiques m'empêche de dire ça et me dit que les gens vont me demander « Nous avons déjà 120 parasites. Voulez-vous 180 parasites ?» Exactement? Je leur dis « Les gars, ne soyons pas populistes. Il faut le faire. » Non, ça a du sens. Maintenant, quand on parle de démocratie, je pense qu'en Israël, il y a clairement un consensus en faveur du caractère démocratique d'Israël. Mais je pense que le problème, comme ce fut le cas avec la réforme judiciaire, c'est que cela concerne beaucoup de gens, pas seulement en Israël, mais aussi aux États-Unis et en Europe. Ils ont fini par assimiler la démocratie au maintien de leur camp au pouvoir, au lieu de la règle de la majorité avec droit pour les minorités. Comment dépasser cela? Donc, je pense, encore une fois, à l'équilibre. Vous savez, après la Seconde Guerre mondiale, je crois que Nadavial a inventé le terme de politique de responsabilité. Les gens ont compris que ces idéologies extrêmes qui ont tendance à faire pencher le navire de l'État tantôt à gauche, tantôt à droite, sont très dangereuses. Ces 15 dernières années, avec l'arrivée des réseaux sociaux, l'équilibre a de nouveau disparu et la polarisation a augmenté. L'équilibre entre les différentes autorités a tout simplement été écrasé et c'est très dangereux. Je pense que l'argument en essence est le suivant. Je pense que la droite dit que c'est l'argument de l'État profond. J'ai l'impression que mon vote ne compte plus parce qu'il y a un échelon de, vous savez, aux États-Unis, une classe de fonctionnaires qui font en fait ce qu'ils veulent. Ils sont libéraux et appartiennent à l'élite. Oui, l'État administratif, oui. L'État administratif, et à un certain niveau, ils ont raison. Et cela, on pouvait le voir en Israël, dans le pouvoir que la Cour suprême a absorbé. On pouvait parfois le voir dans le bureau du procureur de l'État, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'un autre côté, ces personnes sont allées trop loin en disant « La seule chose qui compte, c'est mon vote », ce qui signifie qu'il n'y a pas d'équilibre, pas de frein et contrepoids. Je demande toujours aux ultra-orthodoxes. Disons qu'il y aura un gouvernement libéral et ils diront que les bus circuleront au milieu de Bnei Brak pendant le Shabbat. Avec ta logique, tu dis qu'ils ont le droit de le faire parce qu'ils ont voté, ils ont obtenu le vote. Et j'ai dit non, ils n'ont pas le droit de le faire. Parce qu'il y a des droits des minorités, donc la gauche dit qu'il faut préserver l'équilibre des minorités. Le problème avec la gauche, c'est, et elle craint à juste titre, qu'il n'y ait plus d'équilibre et que le gouvernement au pouvoir en Israël est un pouvoir illimité. Le problème, c'est... Et certaines de ces craintes sont enracinées dans des idées sur la démographie. C'était le grand sujet lors des élections de 2022. Je pense que certaines personnes à gauche ont commencé à se dire « Vous savez, nous ne gagnerons plus jamais une autre élection ». Alors, comment gérons-nous cela? Oui, mais j'ai cité à des gens de droite et de gauche un exemple des États-Unis. Je me demande si vous seriez d'accord avec moi. J'ai dit ce qui suit à Yariv Levin et Netanyahou lorsqu'ils ont créé la réforme judiciaire. Je crois que leur hypothèse, surtout celle d'Yariv Levin, était que la droite gagnera toujours car la démographie l'empêche de perdre. Sinon, ils ne l'auraient pas fait. Par exemple, dire que dans le comité qui choisit les juges, il y aura 5 membres de la coalition et 2 de l'opposition. À moins que tu ne penses que tu seras toujours au pouvoir. Mais je leur ai dit, écoutez, je pense qu'en 2008, après la victoire du président Obama, beaucoup de démocrates ont dit « Nous ne pouvons plus perdre. La démographie est en notre faveur. »
Je leur ai dit, je dis aux gens de droite, jouez la carte démographique dans votre politique en partant du principe que vous gagnerez toujours. Comme vous le voyez dans l'État, les choses changent. D'ailleurs, si les Arabes votent à 70%, la droite, dans 15 ans, ce ne sera plus la droite qui gagnera partout. Je dis aux gens d'arrêter avec cette histoire de démographie. Je pense que vous avez tout à fait raison, surtout en politique américaine, et j'ai couvert la politique américaine. Chaque fois que quelqu'un gagne une élection, on peut remonter plus loin que 2008 avec Obama. 4 ans avant ça, quand Bush et les républicains ont gagné. Tous pensaient que Karl Rove avait trouvé la formule magique. Chaque fois que quelqu'un gagne une élection aux États-Unis, il croit toujours entamer un règne de 1000 ans, mais en 2 à 4 ans, il se trompe souvent. Donc cela pourrait bien être vrai aussi en Israël. Maintenant, l'un des sujets soulevés par le quatrième quart est la conviction qu'il faut un nouveau leadership, ce qui est en quelque sorte une évidence dans toute démocratie, mais qui, dans le contexte d'Israël aujourd'hui, est généralement interprété comme un commentaire sur la longévité et le pouvoir de Benjamin Netanyahou. En effet, votre mouvement a commencé comme une réaction au cauchemar de 5 élections en un peu plus de 2 ans qu'Israël a traversé de 2019 à 2022. Puisque Netanyahou n'est pas immortel, il viendra un jour où il ne dirigera plus le Likoud. Mais étant donné sa popularité à droite et l'absence d'une alternative plausible, ce qui est évidemment en partie de son fait. Mais comment Israël peut-il dépasser l'impasse pro-Bibi, anti-Bibi, tant qu'il est encore là et qu'il n'est pas prêt à abandonner? Donc je dis ceci tout d'abord, les gens m'ont demandé « Quelle est votre opinion sur Netanyahou ?» Je leur ai dit « Écoutez, je vais être franc. Il a été là 17 ans, sauf l'année où Bennett était Premier ministre. Je ne parle pas de 96 à 99 quand il était Premier ministre. Il était Premier ministre le 7 octobre. Et il est le chef du Likoud depuis 93, sauf pendant une parenthèse avec Sharon au début des années 2000. Dire qu'il est temps de le remplacer n'est pas radical. C'est ce que je dis aux gens. Je crois que c'est mieux pour la démocratie et qu'il est responsable du 7 octobre. Avec les chefs de l'appareil de sécurité. Je le salue pour certaines des réussites pendant la guerre. Je pense qu'il a mené certaines parties de la guerre, de grandes parties, très bien. Mais je pense qu'il devrait être remplacé. J'espère vraiment de tout cœur que cela arrivera. Mais la seule façon de commencer à réparer et non à détruire Israël, c'est de reconnaître le fait suivant, il pourrait gagner. Et s'il gagne, je pense qu'il a la responsabilité d'inviter tous les partis sionistes à l'intérieur. Et je pense que des partis comme Bennett, Eisenkot et d'autres doivent rejoindre son gouvernement, seulement s'il gagne. Je leur dis, essayez de le battre. Pourquoi? Et d'ailleurs, vice-versa aussi, Likoud de l'autre côté. Pourquoi? Nous ne faisons pas cette réforme judiciaire avec un seul camp. Voilà. Si nous ne créons pas réellement un contrat social où tout le monde sert, et si nous ne réformons pas notre système éducatif, nous allons avoir un problème. Pour être réellement la nation des startups, la nation spirituelle pour les Juifs, et réellement être un leader au Moyen-Orient. Nous ne jouons pas, nous jouons avec le feu. Je vais être franc, Jonathan. Nous avons été durement attaqués ces 2 derniers mois, avec ce message à gauche ou au centre-gauche. Et je le comprends. Émotionnellement, cela ne résonne pas chez les gens. Ils sentent que Netanyahou les attaque personnellement. C'est trop pour eux. Ils parlent de l'affaire Kartaï et ainsi de suite. Je comprends beaucoup de leurs péchés, mais je leur dis, d'accord, alors essayez de les battre. Je ne l'ai pas fait, vous savez, d'ailleurs, je le dis aux gens, c'est l'une des pires coalitions que nous ayons eues, je pense, et c'est aussi l'une des pires oppositions que nous ayons eues dans l'histoire. Et l'opposition me demande pourquoi. Pourquoi tu nous insultes? Je leur dis, écoutez, les gars, ma déclaration repose sur ma lecture des sondages. Après le 7 octobre, vous auriez dû avoir 75-80 mandats en ce moment. Vous auriez dû écraser Netanyahou lors des prochaines élections, bien sûr, politiquement, mais ce n'est pas le cas. Je suis sioniste, patriote, je crois en l'éternité et dans la chaîne des générations du judaïsme dans l'État d'Israël. Et je ne vais pas jouer avec le feu, donc s'il gagne, j'irai avec lui, s'il vous plaît. C'est pour cela que nous essayons de faire campagne. Mais je vous assure, je m'inquiète, je vous dis la vérité, ça m'inquiète. Maintenant,
J'ai récemment lu dans Haaretz une critique de votre mouvement, affirmant qu'il était pour tous sauf les Palestiniens. Mais on vous a également cité en disant que vous aimeriez remettre le mot « paix » au centre du débat national en Israël. Mais comment cela peut-il arriver, tant que les Palestiniens, ou du moins les groupes qui les représentent, semblent ne pas s'y intéresser? Et c'est quelque chose que les horreurs du 7 octobre, tout comme la guerre qui a suivi, tout comme la seconde intifada, semblent avoir prouvé. Comment peut-on dépasser cela? D'accord, alors analysons cela. 2 points. D'abord, toute transparence. Je suis rarement d'accord avec les Haredim sur quoi que ce soit. D'accord, donc juste pour Okay. Well, you're not alone in that. décortiquons cela. Tout d'abord, les Arabes israéliens, les citoyens d'Israël. Je ne suis même pas certain qu'il existe en Israël un mouvement qui parle autant de leurs droits et de la résolution de leurs problèmes. Donc, nous sommes pour l'égalité totale, d'accord? Concernant la question de la sécurité, je pense que le 7 octobre nous montre ce qui suit, que d'une part, le courant principal du mouvement palestinien n'a jamais reconnu le sionisme, il n'a jamais reconnu l'État d'Israël. Ils ont 2 outils dans leur guerre contre Israël, l'un d'eux est même lorsqu'ils parlaient de solutions à 2 États. Dans les années 90, nous parlions de la Palestine, d'un État palestinien et d'un État juif, et j'y étais favorable. Ils ne voulaient pas dire cela, ils ne l'ont jamais dit. Donc c'est une chose, ils ne sont même pas pro-paix, ils ne sont pas favorables à la solution à 2 États. C'est un problème. Le deuxième problème, c'est leur utilisation de la question des réfugiés. Le droit au retour, comme ils l'appellent, je ne pense pas qu'ils aient un droit au retour. Comme un outil pour réellement détruire l'État d'Israël. Parce que qu'est-ce que cela signifie que selon eux, 7 millions de réfugiés reviendront en Israël, et nous avons vu le 7 octobre, quand Muhammad revient en Israël, il ne frappe pas à votre porte en disant « Jonathan, veux-tu bien sortir de chez moi ?» Non, il t'égorge, il te viole, il te pille. Je pense que c'est la réalité. Nous devons regarder cela en face. Ce que je dis, ce que nous disons, c'est que d'un autre côté, s'il y a un jour un dirigeant palestinien qui dira bonjour sans condition préalable. Je reconnais l'État d'Israël, je ne parle même pas du territoire. Je reconnais que les Juifs ont un État, qu'ils ont un lien historique avec cette terre. Deuxièmement, nous ne soutenons pas le droit au retour, nous y renonçons. Alors je pense que le rêve du peuple juif, c'est la paix. Il verra que les Juifs sont des gens qui savent faire des compromis. Nous avons fait un compromis en 1947. Nous voulions faire un compromis après 1967. Nous avons fait un compromis dans le Sinaï. Nous avons essayé de faire un compromis à Oslo. Barak a fait une offre à Camp David. Olmert a fait une offre. Je ne pense pas que les Juifs soient le problème pour le compromis, je pense. Et je pense que c'est aussi très important que la communauté juive américaine entende cela. Je pense qu'il y a tout un mouvement pour délégitimer la simple existence d'Israël. Les Palestiniens surfent sur ce mouvement. Si de plus en plus de forces dans le monde leur disent « ça suffit, nous ne vous soutenons pas », c'est pourquoi je pense que la guerre contre l'Iran est si importante. Parce que je veux qu'un enfant à Beyrouth, à Damas, à Jénine, à Naplouse ou à Gaza puisse se réveiller le matin et se sortir de la tête. Le rêve que l'État juif puisse être détruit et comprendre qu'en réalité, il pourrait vivre en paix avec les Juifs. Et Haaretz reproche à Israël ces choses-là. Et je ne soutiens pas toutes les politiques du gouvernement en Judée-Samarie. Mais cela n'a rien à voir avec le fait qu'il n'y ait pas de paix. J'espère que c'est clair, ils n'ont pas à être d'accord, mais c'est notre position. Oui, c'est vrai, et bien sûr, ils reçoivent malheureusement maintenant le message opposé de la part d'une grande partie du monde. En quelque sorte lié à cela ces dernières années, et de nombreux Israéliens, le gouvernement Netanyahou, et des personnes qui ne sont pas dans le gouvernement. Il y a eu énormément d'optimisme concernant les accords d'Abraham, de bonnes relations avec les Émirats arabes unis, et beaucoup s'attendaient à ce que, tôt ou tard, les Saoudiens acceptent également la normalisation. Maintenant que l'Iran n'est plus la menace qu'il était quand les États-Unis cherchaient à l'apaiser, les Saoudiens semblent s'en éloigner. Pensez-vous que c'est temporaire? Ou bien tout cet optimisme a-t-il finalement été coulé par la nature inextricable du conflit, qui est autant enraciné dans la religion que dans tout le reste? Et même si promouvoir les startups et l'économie doit être une priorité, comme le dit votre mouvement, les Israéliens ont-ils mis trop de foi dans la technologie pour surmonter des conflits autrement insolubles? Écoutez, je pense que, par définition,
Tout d'abord, la posture géostratégique d'Israël au Moyen-Orient est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était les 6 et 7 octobre. C'est un fait. Nous voyons l'axe chiite avec le Hamas et les ultras. Ils sont plus faibles, c'est un fait. Je pense que les opportunités, il ne faut pas les précipiter. Je pense que l'Arabie saoudite, à mon avis, a des problèmes internes. Je pense que MBS s'est fait trop de promesses à lui-même, à une partie de son peuple, au monde entier. Et il constate, sur le plan économique et de plus en plus sur le plan traditionnel, que la progression là-bas est plus problématique. Donc je ne suis pas sûr que ce soit directement lié à Israël, mais en réalité, cela se manifeste par son manque de volonté de rejoindre les accords d'Abraham. Je pense toujours qu'Israël doit adopter une approche en 3 volets face au conflit. Premièrement, oui, il s'agit d'une approche régionale. De l'Inde d'ailleurs, jusqu'à l'Afrique, au Moyen-Orient, jusqu'à la Grèce. Je pense que, à bien des égards, la vision du président Trump, et le président Biden en a également parlé, je pense toujours qu'Israël, aujourd'hui, ne doit pas seulement se replier sur lui-même et se protéger uniquement. Ça ne marche pas. Nous avons besoin d'alliances, il faut les rechercher, être patient, mais en réalité, être très, très actif pour façonner le Moyen-Orient. Je pense que la deuxième étape consiste à combattre ce que Einat Wilf a appelé le palestinisme. Cela signifie qu'économiquement, militairement, et sur tous les plans, Israël doit avoir l'initiative face aux forces qui disent vouloir le détruire. Que ce soit à Gaza, à Damas ou sur les campus du monde entier, nous devons donc être actifs et montrer cela au monde. C'est totalement inacceptable. Israël ne peut vraiment pas se le permettre. Comme nous l'avons fait le 6 octobre et auparavant, ces monstres attaquent nos défenses en nous disant « je veux te détruire ». Je m'arme. Et nous disons « mais si nous restons silencieux, nous resterons silencieux ». C'est le deuxième volet, beaucoup plus d'initiative, et le troisième volet consiste en fait à montrer aux Palestiniens « vous aurez de plus en plus d'autonomie ». Quand nous verrons de moins en moins de terrorisme, nous verrons une déradicalisation, nous verrons le changement de vos livres, et nous verrons cela. Les choses se stabilisent à Gaza, ce qui signifie que nous avons une approche régionale et leur haute technologie et leur économie sont très importantes. Nous devons avoir une position ferme contre tous ceux qui cherchent réellement à nous détruire et à prendre totalement l'initiative. Et nous devons montrer aux Palestiniens que des mesures de déradicalisation mèneront progressivement à plus d'autonomie et un jour à la paix. Je pense que cela devrait être la politique israélienne principale dans les prochaines années, et je l'espère. L'un des aspects les plus intéressants de votre mouvement, le 4e quart, est sa tentative d'augmenter ce que nous appellerions aux États-Unis le bénévolat et la philanthropie locale. Dans un pays comme Israël, où l'État a toujours été considéré comme la solution à pratiquement tous les problèmes, ce qui contraste fortement avec la culture des communautés de la diaspora. Comment les Israéliens ont-ils réagi à cette initiative? C'est donc une excellente question, car notre première déclaration aux gens a été « Écoutez, vous n'êtes pas satisfait de la situation. La polarisation vous épuise. Vous ne comprenez pas pourquoi nous ne résolvons pas les problèmes. Vous voyez ce qui se passe dans les rues et votre instinct est en fait de blâmer les politiciens et la presse. Donc non, le 4e quart dit en fait cela. À qui la faute? La mienne? C'est notre faute. Nous sommes à blâmer, mais nous avons prévenu les gens. Mais il y a une bonne nouvelle, nous sommes la solution. De plus, si nous prenons l'initiative et commençons au niveau communautaire, puis au niveau régional pour dire que trop c'est trop, alors les choses changeront. Au début, ce message était difficile à transmettre car les Israéliens sont habitués à une approche plus centralisée. Mais vous savez, des centaines de milliers d'Israéliens ont déjà participé à nos activités. Nous avons probablement aujourd'hui le plus grand nombre de membres parmi les mouvements civiques en Israël, donc quelque chose fonctionne, surtout après le 7 octobre. Les Israéliens ont compris que lorsqu'ils disent « l'État, c'est nous l'État ». Qui est l'État? Ce n'est pas un « c'est ça ». Qui est-ce? Quelle muraille? Nous sommes l'État. Et ce dont nous sommes encore plus fiers, c'est de la concurrence que nous avons. Quand nous avons commencé le 4e quart, il y a 4 ans, il y avait vraiment des mouvements civiques, politiques, entièrement israéliens, qui parlaient d'unité, qui parlaient d'activisme local. Il y en a des dizaines,
Certains font même mieux que nous maintenant, mais nous en sommes fiers. Nous avons créé un domaine, les Israéliens sont devenus très entreprenants et ont pris des initiatives. Oui, maintenant, avec le temps qu'il nous reste, il y a tellement de choses à discuter. Mais je veux vous poser une question en lien avec votre parcours en tant qu'historien de la Shoah. Quelle est votre réaction face à la manière dont les analogies avec la Shoah semblent s'être multipliées ces dernières années, au point qu'aux États-Unis du moins, cela semble être devenu une métaphore passe-partout pour tout ce qui est mauvais. Et toute personne que vous n'aimez pas peut être comparée à Hitler. Même rien que la semaine dernière, de grands forums intellectuels comme la New York Review of Books ont en fait défendu l'idée qu'il existe une analogie entre Anne Frank et les efforts pour limiter l'immigration illégale dans ce pays. Que devons-nous en penser? Je pense la chose suivante. J'ai toujours dit aux gens que l'Holocauste ne fait pas partie du passé. L'Holocauste doit rester dans nos mémoires, car il offre encore des leçons. Je refuse qu'on le sacralise ou qu'on l'interdise de questionnement. Je veux que les gens comprennent l'Holocauste et se demandent quelles leçons morales ils peuvent en tirer pour eux, leur pays et la civilisation. Ça, c'est un aspect. Mais que s'est-il passé ces dernières années? Le terme Holocauste a été malmené. Je préfère presque que l'on ne parle pas de l'Holocauste. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la nature sans précédent de l'Holocauste. Ils ne comprennent pas. Vous savez, les gens ont accusé Israël de génocide, d'accord? Et j'ai dit aux gens, écoutez, pensez à cette analogie. Dans quel génocide les victimes présumées pouvaient-elles l'arrêter? Les Juifs en Europe pouvaient-ils juste dire stop et signer un accord? Les Arméniens qui ont été massacrés par les Turcs pouvaient-ils dire signons l'accord? Le Hamas, lui, le peut en 30 secondes. Et il a été prouvé que le Hamas aurait pu arrêter le génocide, qui n'était pas un génocide, c'était une guerre, en signant un accord, en libérant les otages et en se rendant. Alors j'ai dit aux gens, comprenez-vous qu'en réalité de vrais génocides sont commis dans le monde entier? Donc le fait que ce terme ait été malmené, je pense qu'au final, et je le dis à beaucoup de mes amis progressistes, cela va se retourner contre les gens au Soudan et dans d'autres endroits où un véritable génocide est en train d'être commis. Mais la comparaison avec un holocauste où tout est un holocauste, donc rien n'est un holocauste, et je pense que c'est honteux. C'est honteux pour la mémoire des survivants de l'holocauste. Encore plus grave, c'est dangereux pour les victimes présentes et futures, ainsi que pour les véritables massacres et génocides dans le monde. Pas en Israël, par exemple, ces dizaines de milliers d'Iraniens, de Perses, qui ont été massacrés par leur propre gouvernement. Où est tout le monde? Je ne parle pas du président Trump, mais du peuple. Ces personnes qui ont accusé Israël, pourquoi ne plaident-elles pas pour une guerre totale afin d'arrêter ce régime génocidaire? Je n'adhère pas à ces métaphores, que je trouve même dangereuses. Oui, eh bien, je pense que vous avez raison à ce sujet. Merci de nous avoir rejoints. Comment le public peut-il découvrir le 4e quart et suivre votre travail? Merci de visiter notre site et d'écouter notre podcast en anglais. Merci beaucoup, Jonathan, de nous accueillir. C'est un réel honneur. Nous venons de temps en temps en Amérique, par exemple, au début du mois de mars. Nous serons à Boston et à New York et nous rencontrerons le public. Donc, suivez aussi cela. Mais en gros, notre site web en anglais est un bon moyen de nous suivre, d'entendre parler de nous et de communiquer avec nous. Oui, c'est comme ça. D'accord, eh bien nous voulons aussi remercier notre public. N'oubliez pas d'écouter chaque jour l'édition quotidienne de Jonathan Taubin, disponible sur toutes les plateformes de podcast, ainsi qu'en direct sur Facebook, X ou la chaîne YouTube de JNS. Merci d'aimer et de vous abonner à JNS. Activez la cloche pour recevoir les notifications et laissez-nous un avis positif. Écrivez-nous à thinktwice@jns.org pour nous dire où vous suivez l'émission et ce que vous en pensez. N'oubliez pas, continuez à lire et à réfléchir par vous-même. À la semaine prochaine.